train et tout voir. Et cet homme d'État, le président de la République, notre chef de l'État, m'a donné une belle leçon. Il dit que la transparence ne doit pas se limiter à ce qu'on sache ce que les entreprises ont payé et ce que l'État a reçu, mais la transparence doit aller au-delà. Connaître qui est venu dans le pays, qu'est-ce qu'il est réellement à l'extérieur, qu'est-ce qu'il apporte au pays, qu'est-ce qu'il va toucher en revenus, qu'est-ce qu'il a produit dans notre pays, qu'est-ce qu'il a vendu, à combien il a vendu et qu'est-ce qu'il a ramené dans le pays et au trésor public. Le chef de l'État et le Premier ministre nous ont demandé d'être transparents. Nous voulons être transparents. Au niveau de l'ITIE, nous collectons les informations au niveau de l'administration publique, au niveau de la société civile qui nous informe lorsque une entreprise échappe au périmètre. Dans notre plan d'action, la plus grande activité que nous avons avant de collecter les données, c'est la sensibilisation des parties prenantes. Moi, je voudrais vous dire que 2 jours durant, nous avons été à l'hôtel Sultani pour connaître toute la vérité sur chaque entreprise. Pour les pétroliers, parce qu'en fait, pour les miniers, l'atelier de sensibilisation ne se tient pas ici, lorsque 90% des entreprises minières sont au Katanga. Nous commençons le 1er mars à collecter les données dans le secteur forestier. La question, il ne faut pas dire nous ne sommes pas encore arrivés à la conformité, mais il faut dire nous ne connaissons pas la décision du conseil d'administration en ce qui concerne notre conformité. En fait, dans l'opinion, on reproche à notre pays de l'opacité dans le secteur des mines. Cette opacité n'est pas le résultat du refus du gouvernement congolais d'être transparent. Mais les faits sont ce qu'ils sont et la situation est ce qu'elle est. Nous avons satisfait à plusieurs éléments. Il y a eu beaucoup d'écarts, un écart de plus ou moins 25 millions de dollars que les régies financières ont déclaré avoir reçu de l'argent de ces entreprises. Et ces entreprises n'arrivaient pas à expliquer une pour 9 millions, l'autre pour 8 millions et l'autre encore pour 6 millions. Comment est-ce qu'elles n'arrivaient pas à retrouver ça dans leur comptabilité? Au moment que nous étions en train d'améliorer, nous sommes redescendus sur terrain. Nous avons pu sensiblement diminuer les écarts qui étaient de près de 25 millions. Aujourd'hui, on est à 3 millions. C'est-à-dire que les entreprises ont retrouvé et on a concilié par KPMG qui est notre conciliateur, ces éléments, les écarts ont sensiblement diminué, ce qui est satisfaisant. L'ITIE est une norme, est un processus d'apprentissage de la bonne gouvernance et de la transparence. Il faudrait que les documents soient prêts. Nous avons supplié le Premier ministre, nous l'ITIE, pour lui dire informatiser, systématiser la DGRAD. Est-ce que je peux vous dire que cet homme nous a entendus? Il a signé une lettre pour que des moyens soient mis à la disposition de la DGRAD afin d'informatiser. C'est à cause de ce manque de systématisation que la DGRAD est incapable de retracer, de retrouver ces paiements dans la redevance minière et dans d'autres paiements. Mais cela, au niveau de l'ITIE international, ça nous cause problème. L'ITIE international ne dit pas qu'on a volé de l'argent au niveau de la DGRAD. L'ITIE national, donc de la RDC ne dit pas ça, mais l'ITIE dit qu'il n'y a pas de la transparence. Donc ce cas est pendant et risque de nous coûter très cher. Si vous venez de nous rejoindre seulement maintenant, sachez que vous êtes à l'émission Droit à la parole. Nous faisons un plateau spécial aujourd'hui en ce qui concerne la conformité de notre pays par rapport aux exigences de l'ITIE, et notre pays a été déclaré conforme. C'est une joie, il faut célébrer quand les pays avancent, il ne faut pas simplement célébrer quand ils reculent. Et tout à l'heure, mon invité que je rejoins rapidement, c'est Al Kitenge. Vous disiez effectivement que quand nous passons effectivement du bien vers le mal, nous avons tendance à célébrer cela très vite et à nous approprier les discours de l'autodérision. Nous parlons très mal de notre pays avec beaucoup de plaisir et nous parlons très mal du bien du pays, parce que quand le pays va bien, on a l'impression qu'on parle beaucoup plus de ceux qui sont au pouvoir. Mais alors, vous et moi, nous sommes d'accord que nous parlons du pays. Et si ça peut faire plaisir à ceux qui dirigent, tant mieux, pourquoi pas. Voilà.
Alors maintenant, je reviens maintenant, vous êtes ingénieur de formation, je ne l'ai pas assez évidemment dit. Si le pays est déclaré conforme, c'est parce que les industries qui sont installées dans notre pays déclarent aujourd'hui en entièreté les montants, les recettes, les taxes qu'elles reversent à l'État et que l'État aussi déclare ce qu'il reçoit de ces industries. Il y a donc des passerelles de communication, on peut donc faire une traçabilité. Mais la question de fond est que, et celle qui a été posée d'ailleurs par lui-même Joseph Kabila il y a quelques mois, maintenant, à quoi servent les mines? Est-ce que les mines doivent... C'est vrai, c'est conforme, mais c'est conforme au processus de litier. Est-ce que c'est conforme au développement, au programme du pays? Est-ce que les mines, aujourd'hui, même si elles sont déclarées conformes, c'est vrai, il n'y a plus de détournements comme avant, c'est vrai, les investisseurs peuvent venir. Est-ce que c'est vrai que nous pouvons aujourd'hui nous asseoir sur ce secteur pour obtenir l'émergence dont vous avez parlé? La question, je la pose d'abord aux techniciens que vous êtes et je reviendrai aux stratégistes après. Parfait. Le secteur minier est un don de Dieu. Encore une fois, merci à lui parce que nous n'avons rien fait pour l'avoir. Il est important aujourd'hui qu'on se rende compte qu'il commence à nous donner de plus en plus de révélations. Nous sommes au double de ce que la grande Gécamine produisait. Et on se rend compte heureusement que jusque-là, ça ne change pas la vie du pays. Pour de bonnes raisons. Lorsqu'on fait des gros investissements dans le secteur minier, le premier à être rémunéré, c'est le capital, et bien entendu les assurances qui viennent avec, avant de pouvoir rémunérer l'État de manière tout à fait conséquente. Vous savez très bien que le code minier chez nous donne un certain nombre de faveurs aux investisseurs. En fait, ça pose la bonne question. Est-ce que nous pouvons nous développer avec le secteur minier tout seul? La réponse est non. Non. Catégorique. C'est aussi catégorique que ça. Pour de bonnes raisons, je le disais tout à l'heure, la taille, mais également la nature du travail qui est fait et la nature des capitaux. On a quelques faiblesses. Par exemple, l'État est actionnaire dans toutes ces entreprises et actionnaire minoritaire. Vous savez, le drame d'un actionnaire, c'est qu'il n'est payé qu'une fois à la fin de l'année lorsque les bénéfices sont déclarés et qu'on décide de les partager. Je le dis tous les jours, vous n'avez pas de place dans une entreprise dont vous n'avez aucun contrôle. Pourquoi? Parce que ceux qui en ont la gestion ont la latitude de pouvoir gonfler les charges. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Il y a une grosse frustration, par exemple, sur la nature des investissements et la hauteur. Aujourd'hui, l'État congolais est en train de dire, vous déclarez avoir investi autant, est-ce que nous pouvons mesurer la tangibilité de ces investissements? Et il y a des grosses sociétés internationales qui sont malheureusement prises au piège et qui ne pensaient pas que nous aurions la moindre intelligence de pouvoir questionner leurs propres investissements. Deuxième chose, c'est la nature des charges. Lorsque vous achetez une tonne d'acide, c'est vous qui dites à quel prix vous l'achetez. Peut-être que vous l'achetez à votre propre société sœur qui la facture au triple et vous choisissez de faire des bénéfices ailleurs plutôt qu'ici. Troisième chose, c'est le secteur des recettes. Lorsque nous avons des recettes de vente, ça veut dire à l'exportation, les devises ne rentrent pas dans nos banques. La loi dit d'ailleurs qu'ils n'ont le devoir de ne rapatrier ici que 40%, même les 40% ne reviennent pas ici. Ce qui fait que la contribution du secteur minier à l'architecture financière de notre pays est très faible. En fait, les miniers, qu'on le dise pas, ne jouent pas franc jeu avec la République. C'est très facile de dire que le pays n'a pas d'infrastructure, c'est très facile de dire que le pays n'a pas les moyens de pouvoir assurer la sécurité, mais si vous privez le pays des moyens, vous devriez en principe vous taire. Et ça, c'est juste ce qu'on appelle un contrat social entre ceux qui aiment notre pays parce qu'ils peuvent y tirer des dividendes et ceux qui veulent y rester parce qu'ils s'inscrivent dans le longtemps. Et je pense que là-dessus, la question nationale impose que nous soyons en mesure de dire, chers amis, il faudrait qu'on joue carte sur table. Et donc, la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est quelle est la vocation de nos ressources aujourd'hui ? Si vous regardez nos ressources hydroélectriques, par exemple, notre vocation est géostratégique et internationale. Même si jamais nous devenions un pays extrêmement développé, nous ne pouvons pas consommer le 1/10 de ce que nous avons comme potentiel hydroélectrique. Ça veut dire qu'en fait, ce que Dieu nous a donné ici ne nous appartient pas à nous seuls, ça appartient à nous et aux autres. Donc il est important qu'on joue sur ce jeu. Deuxième chose, nous n'avons pas l'argent ni la technologie pour développer notre secteur minier. Ça veut dire que par définition, nous devrons faire des alliances stratégiques avec les uns et les autres, mais nous devons être en mesure de déterminer qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce qu'un pays veut? Il voudrait assurer la santé correcte et le développement de ses citoyens. Il voudrait s'assurer que ses citoyens sont bien formés pour être en mesure de capter et de domestiquer les capitaux ici et être en mesure de développer. Ils veulent se doter d'infrastructures économiques viables pour
qu'il soit facile de créer la richesse, être en mesure de se hisser à ce niveau de compétitivité que demandent tous les autres pays. Et donc, si tel est le cas, les ressources naturelles, qu'elles soient minières, pétrolières ou forestières, sont en fait un moyen pour y arriver. Et donc, à mon avis, même si on se dotait d'un plan pour les épuiser rapidement, afin de passer à la deuxième génération de l'économie, ce serait une très bonne stratégie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre capacité d'intervention est très faible. Mais je voudrais quand même te donner un deuxième chiffre. C'est que même si nous étions suffisamment fous pour couper les arbres dans la forêt équatoriale, nous n'en avons pas la capacité pour être en mesure d'en finir. Parce que simplement, aujourd'hui, il nous faut même couper des arbres pour être en mesure d'aérer et de faire passer la lumière. Ça veut dire qu'en fait, notre capacité d'intervention est très faible. Deuxième chose, on nous crédite à peu près 25 000 milliards de dollars de potentiel minier. Regardez ce que nous avons. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Même si nous faisions le million de tonnes de cuivre, ça ne représenterait que 8 milliards de dollars annuels. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas de ça que nous parlons. Il faudrait qu'on se rende compte qu'en 2030, nous serons à peu près 120 à 130 millions de personnes dans ce pays. Si nous disons que nous prenons le scénario le plus faible, qui est celui de l'Inde, 4 000 dollars par tête d'habitant de PIB, ça nous envoie un produit intérieur brut qui ramène à un budget qui est aux alentours d'à peu près 280 milliards de dollars. La question qu'on se poserait aujourd'hui, c'est comment on passe de 8 milliards de dollars à 280 milliards de dollars en 16 ans. Et si on ne se pose pas les bonnes questions, les mathématiques vont nous compliquer. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui va nous condamner demain. Donc, en tant que peuple, à un moment donné, il faudrait qu'on oublie les couleurs politiques et qu'on se pose les questions fondamentales de notre engagement vis-à-vis de notre peuple. Alors, par rapport, évidemment, les critiques ne manquent pas, et c'est bien qu'un peuple soit nourri à la critique, et les gouvernants doivent accepter les critiques parce que c'est ça qui leur donne les indications. Mais une des critiques que j'ai tendance à voir que le gouvernement est difficile à répondre alors qu'il pourrait avoir des arguments, c'est qu'on leur dit, bon voilà, vous avez les meilleurs chiffres, vous avez taux de croissance positif, d'ailleurs l'un des meilleurs. Tout à l'heure, je venais de citer le rapport de la Banque mondiale. Là, c'est la conformité, mais le social ne suit pas. Cette phrase, je la ressens très mal parce que tout en vivant peut-être avec la population, je connais les difficultés de la population, mais j'ai l'impression qu'elle ne reflète pas la justice des efforts qui sont menés. Je peux me tromper. Vous la percevez comment? Quand on dit que voilà, les sociales ne suivent pas, en réalité, ça sous-entend quel type de requête d'entendement? Je voudrais d'abord préciser que ce n'est pas une question des personnes. Il faut reconnaître que le gouvernement actuel a le mérite d'avoir établi la normalité de gestion d'un pays, a le mérite d'avoir reconduit un degré de discipline acceptable, parce que c'était l'une des grandes faiblesses de notre pays. Mais il faut aller au-delà de ça. Lorsque nous avons les chiffres que nous alignons, qui sont respectables et qui correspondent à la réalité économique de notre pays, il faut quand même les regarder avec plusieurs prismes. Lorsque vous êtes assis à la Gombe, vous les voyez d'une certaine manière. Lorsque vous êtes à Kitokimo aussi, vous regardez les mêmes chiffres d'une autre manière. Lorsque vous êtes en Gandangika, votre perception des mêmes chiffres est complètement différente. Et je voudrais aujourd'hui vous donner quelques éléments. Lorsqu'on parle simplement du ciment, il coûte 16 dollars ici, on s'en plaint parce qu'il coûtait 10 dollars. Vous savez ce qu'il coûte en Bujumbura? Il coûte 50 dollars. Vous savez ce qu'il coûte à Cabinda? Il coûte 60 dollars. Vous savez ce qu'il coûte à Chabunda? Il coûte 80 dollars. Si moi, je suis citoyen, je gagne de l'argent à Chabunda, vous savez ce que je fais? Je viens à Kinshasa construire 5 maisons, parce que je ne peux pas en construire une seule à Chabunda. Et c'est cette réalité de la distribution nationale du revenu et de l'effort de l'État que nous devons prendre en défi immédiat. Donner à la nation la possibilité de se parler, aux provinces de dépendre les unes des autres. Mais comment un gouvernement fait à intégrer notre économie. L'argent aux gens? Non, pas du tout. Alors comment on fait? On distribue, on dit voilà, il y aura un peu d'argent ici, alignez-vous, on vous donne. J'ai caricature, mais c'est peut-être ça qui est attendu par les gens. Cette question a été posée par le premier des citoyens. Le chef de l'État l'a dit de manière assez claire. Mais moi, je veux lui donner un argument supplémentaire. Vous savez, lorsque les Belges partent d'ici et ils nous laissent entre nous, 54 ans plus tard, on a tort de garder la même configuration géostratégique, on a tort de garder la même configuration géopolitique. Je pense que l'une des premières des choses, c'est de dire comment nous occupons l'espace avec les services publics. Est-ce que nous gardons tous les services publics à Kinshasa et à la Gombe, ou est-ce que nous répartissons les efforts de l'État et la présence de l'État sur l'étendue de la République démocratique du Congo? L'une des choses que les Nations Unies nous reprochent chaque fois qu'on repousse les rebelles, c'est de dire il faut rétablir l'autorité de l'État. En fait, il faut rétablir simplement la présence de l'État. Je pense qu'une des choses extrêmement importantes, c'est de répartir l'État lui-même dans sa configuration générale
sur toute l'étendue de la République pour prendre possession du territoire. Deuxième chose, il faut répartir les intelligences sur toute l'étendue de la République par une approche asymétrique. Ça veut dire qu'il faut inciter les gens à aller s'installer là où il y a les missions les plus difficiles en leur donnant des moyens de le faire. Nous avons un certain nombre d'instruments comme le fonds de promotion de l'industrie, comme le fonds de promotion culturelle, le fonds de promotion touristique, mais c'est de l'argent qui vient des fêtes de l'État. Fait de prince. Ça veut dire qu'en fait, ce genre de cagnotte devrait nous permettre de pouvoir porter une action de l'État, même si elle n'est pas financièrement rentable, elle est économiquement viable. Et c'est en déconcentrant l'État, en essayant d'impliquer le maximum de personnes dans la dynamique de la mouvance, que nous pouvons réellement progresser. Si nous faisons toutes les routes à Kinshasa, bien entendu, de manière osmotique, nous allons avoir tous les Congolais à Kinshasa. Si nous faisons tous les investissements de l'État, y compris ceux de nos partenaires, la Banque mondiale et les autres, seulement sur les grands axes, regardez ce qui se passe sur la grande route qui va vers l'aéroport, bien entendu, tout le monde vient autour de la grande route, et bien entendu, les traversées, qui sont un phénomène social qu'il faudrait que nous étudions correctement, ça devient une image extrêmement négative que nous donnons à tout le monde, mais également des dangers de circulation routière que nous avons. Nous devons être en mesure de décoder chaque chose que nous faisons. Vous savez, lorsqu'on fait les belles routes comme celles que nous avons faites entre ici et l'aéroport, il y a des phénomènes sociologiques qu'il faut étudier avec pour être en mesure de donner des réponses. Pour répondre à votre question, il est important de se rendre compte qu'on doit donner des opportunités d'affaires et de travail et une vision à ceux qui ont été touchés le moins possible par l'action de l'État. Ça veut dire en réalité, faire le social, c'est offrir des opportunités. C'est offrir des opportunités et déconcentrer les points d'impulsion de l'État, de sorte que ceux qui nous ont toujours observés soient au théâtre de l'action. Aujourd'hui, vous savez, si l'État congolais, au lieu de déployer des conteneurs de la police sur la ville, se décidait de faire des vrais bureaux et des routes qui mènent au bureau de l'État dans certains quartiers, ce serait déjà des points d'impulsion d'une nouvelle économie. Et les gens vont devoir avoir un foncier qui prend de la valeur et qui peut réellement être à la base du développement. Quelle est votre opinion sur une autre bonne nouvelle? Parce que cette émission, je vous l'ai dit au début, je la mettais un peu sous le côté de bonnes nouvelles. Il faut quand même savoir célébrer les choses qui évoluent. Une autre bonne nouvelle, c'est que c'est le Fonds mondial pour l'éducation qui a quand même célébré l'expérience congolaise, cette expérience de 1000 écoles par an, et que alors que ici chez nous, nous le faisions parce que, sous la pression, parce qu'il fallait faire quelque chose, mais sur le plan mondial, ça a eu un impact extraordinaire. L'éducation, quelle est votre lecture de ce qui a été fait et surtout comment vous l'intégrez dans la grande stratégie? Maintenant, je reviens aux stratégistes. Dans la grande stratégie mondiale, nous avons aujourd'hui, on décide d'investir beaucoup de millions, 26 millions de dollars sur fonds propres, dans la construction des écoles, dans un pays où les autres disent, mais il aurait pu faire nous n'avons pas de boulot, pourquoi il va faire des écoles? Et s'ils font des écoles, les gens ont un diplôme, ils vont travailler où? Mais le gouvernement a tenu à faire ces écoles et il fallait faire 1000 par an. Cette stratégie-là, comment vous l'évoluez? Je pense qu'il est important qu'on se rende compte que des fois, on ne voit pas ce qu'on a, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous le dise. C'est l'histoire des gens qui ont les pieds dans l'eau et qui crient de soif. C'est très bien qu'on nous l'ait montré. Il est important qu'on se rende compte que la première ressource dans le développement de toute une nation, c'est la ressource humaine. Nos illettrés nous coûtent terriblement cher et demain, ils vont être un véritable problème. Nous les avons ici. Il y a des gens qui, quand ils veulent traverser, ne savent même pas décoder les signes. Ça, c'est des choses extrêmement dangereuses et on parle des choses aussi simples que ça, qu'au niveau de la productivité et de la compétition, la compétitivité et la capacité à contribuer à la nation. Une nation, c'est des citoyens riches qui dépensent et sur lesquels l'État perçoit. Si nos gens sont illettrés, ils n'ont pas la capacité d'imbiber les revenus et ne savent pas dépenser utilement, le pays restera pauvre. Il est important que nous ayons des citoyens capables de défendre leur pays parce qu'ils en comprennent les enjeux, mais également des gens capables de travailler à un degré de compétitivité élevé pour être en mesure de brasser une grande... On a besoin des riches dans ce pays. L'histoire de la lutte contre la pauvreté, c'est une mauvaise histoire. Ça ne nous concerne pas, ça devrait arrêter de nous concerner. Nous devons nous doter d'une stratégie de production intensive des richesses et de la répartition par le travail. Et le travail, il ne peut être fait que par des gens qui en ont les compétences. Et donc, former et encore former. L'école et encore l'école. Et quel type d'école? Il faut commencer par l'école générale, ça veut dire donner les bases. Après, il faut se spécialiser. Il faut les écoles techniques, il faut les écoles spécialisées, il faut des universités pointues. C'est une architecture en pyramide. Il faut commencer par la base et je pense que le gouvernement actuel a commencé à la base. Mais il faut que très rapidement, avec le public et le privé, on se dote de la capacité de pouvoir produire des citoyens de haute pointure.
Nous avons parlé des mines et je voudrais maintenant qu'on aborde l'autre secteur qui fait d'ailleurs l'objet de ces rapports, c'est le secteur des hydrocarbures. C'est un secteur qui est assez ralenti dans le pays parce que nous n'avons que 25 000 barils par jour qui produit sur le littoral par une entreprise française. Et il y a une longue polémique que vous avez certainement suivie autour de l'éventualité de ce qui se passerait dans le parc Virunga. Et aujourd'hui, dans le domaine quand même de ce rapport, les pétroliers de notre pays, c'est-à-dire ceux qui font des recettes, ont été les premiers à déposer tous les rapports. Ça a été les rapports qui a été les plus facilement acceptés. Mais ma question porte sur l'enjeu pétrolier du Congo. Comment vous l'évaluez? Comment vous l'analysez? Il se présente à votre esprit en quels termes? Merci beaucoup pour cette question. Elle me donne l'opportunité de revenir sur quelque chose avant d'aller sur le parc Virunga. C'est notre contentieux avec l'Angola et notre contentieux avec l'Ouganda. Vous savez, le péché que nous avons commis, c'est d'avoir pas investi l'argent à temps dans les recherches, ce qui fait que très malheureusement l'Ouganda et l'Angola nous ont pris à pied levé. Et aujourd'hui, la richesse de l'Angola fait partie de sa stratégie pétrolière. Et je crois simplement que nous avons raté un train, nous n'avons pas raté le train. Il est important que nos politiques se battent pour en finir avec le contentieux avec l'Angola et que nous puissions être en mesure de bénéficier de ce qui nous est dû, mais que nous investissions une grande partie également dans la recherche pétrolière. Il est important que nous ayons la possibilité de pouvoir exploiter ce qui nous est dû pour être en mesure de pouvoir impulser l'économie congolaise. Ceci dit, revenons au parc de Virunga, je voudrais que nos frères comprennent une chose importante, c'est que si vous ne savez pas ce que vous avez, il est difficile de le planifier et d'en faire une stratégie. Il est impérieux et critique que nous fassions l'étude d'évaluation de ce que nous avons dans le parc de Virunga. Et si nous y avons du pétrole, on a deux choix. Soit on l'utilise comme levier financier pour emprunter en le mettant en garantie. En ce moment-là, on n'aura pas touché à ce que nous avons comme réserve. Et d'ailleurs, nous devons le faire à l'Équateur de la même manière. Soit alors, on dit, nous isolons la partie qui est concernée par notre potentiel pétrolier et nous, dans les contextes de la protection de l'environnement optimale, être en mesure d'assurer une protection correcte, mais être en mesure de faire une production responsable. Ce pays a besoin d'argent. On dira tout ce qu'on veut, on pourra être les plus disciplinés possibles, mais si nous n'avons pas les ressources financières, il sera très difficile d'assurer l'enseignement, il sera très difficile d'assurer les systèmes de santé, il sera très difficile de faire des routes et être en mesure d'attirer les investisseurs comme on le veut pour être en mesure d'exploiter les autres potentiels. Et donc, de mon point de vue, ce qui nous appartient est un patrimoine national. La décision de le mettre en pratique nous revient. Nous avons l'obligation de pédagogie, nous avons l'obligation de défense des intérêts de l'État, mais c'est une responsabilité que nous devons prendre, mais nous devons nous expliquer. Alors nous allons, heureusement vous êtes là et je suis content de poser cette question, mais malheureusement nous allons à la fin de l'émission. Nous avons donc abordé la question des hydrocarbures, vous avez déjà un peu parlé de la question du bois, mais ça c'est des ressources naturelles, mais il y a la question de la gouvernance. C'est-à-dire que un des points faibles qui a été épinglé, qui a fait que nous ayons retardé aussi cette conformité, c'est la faiblesse de l'administration financière. Donc la capacité de l'État d'aller vers les recettes, finalement de récolter ce qui lui est dû. Cette faiblesse, elle est non seulement au niveau technique, elle est au niveau technologique, mais elle est encore, et ce qui est grave, au niveau humain. Comment nous comblons cette faiblesse? Comment nous nous dotons finalement des structures et des animateurs capables de maximiser? Parce que même le peu qu'il y a n'entre pas totalement dans la caisse de l'État. Moi, j'ai entendu l'actuel Premier ministre un jour dire, alors il était ministre des Finances, il faisait un tour avec le chef de l'État dans la partie Est de la République, il s'exclamait en disant « Mais c'est scandaleux ce qui se passe ici, les fonctionnaires de l'État empochent 70% et ne donnent à l'État que 30%. » Vous savez, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la couverture administrative de notre territoire. C'est un défi majeur. Nous devons déconcentrer la présence de l'État. Nous devons mettre les meilleurs d'entre nous là où il y a les plus grands défis et pas là où il y a le plus grand confort. Le jour où nous prendrons cette responsabilité, il va être très facile pour nous de savoir ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Deuxième chose, le plus grand illettré dans ce pays, c'est malheureusement le secteur public.
en matière de technologie. Vous parlez des technologies. Un directeur général de Vodacom ou de RTL, à la seconde près, sait ce qu'il a vendu. Mais la connaissance de nos recettes, et la DGRAD l'a démontré, peut aller sur 2 ans chez nous pour boucler. Savoir ce qui a été perçu. Effectivement perçu. Et d'ailleurs, rappelez-vous du fameux 88 millions qu'il a fallu retracer après beaucoup de mois. Et ça pose donc toute la question de l'appropriation des technologies dans le secteur de la gestion publique. Et ça accélérerait le tableau de bord dont devrait disposer le Premier ministre, le ministre des Finances et le chef de l'État pour prendre des décisions stratégiques. Décisions stratégiques, ça veut dire collecter, mais également réinvestir dans la nation. Il est important que nous ayons en temps réel la cartographie de l'activité économique. Les gens du secteur des télécommunications l'ont en bien meilleure qualité que l'État lui-même. Je voudrais ici dire qu'il est important qu'on se rende compte que si on voudrait gérer ce pays, il ne faudrait pas qu'on pense que nous avons trop de fonctionnaires à la DG. Nous n'en avons justement pas assez. Il faut les déployer sur la République. Parce qu'ils sont concentrés à Kinshasa. Très malheureusement. Et ne voulant pas aller à l'intérieur et donc... Et l'État ne leur donnant pas des incitatifs pour aller à l'intérieur. Deuxième chose, c'est l'administration publique elle-même. Il faut occuper le territoire et il faut donner des mécanismes d'incitation à ceux qui vont dans des conditions les plus difficiles, contrairement à ce qu'on faisait à l'époque où on donnait des faveurs à ceux qui venaient vivre à Kinshasa. De la même manière, la police. Vous savez, à un certain nombre de nos endroits dans le pays, un caporal a les pouvoirs d'un général, simplement parce que l'État, c'est lui là-bas. La même chose avec l'armée. Donc il est important que nous nous déterminions d'une certaine occupation géostratégique de notre propre territoire, que nous le prenions en charge. Les gens disent de manière assez claire que une population large est un potentiel économique important, mais encore une fois, il faudrait que ce potentiel humain soit en bonne santé, bien instruit et qu'il ait les moyens de pouvoir travailler et être en mesure de dépenser. De la même manière, quand on dit qu'un territoire est une aubaine pour nous, mais c'est aussi une contrainte. Je fais juste un comparatif. Si nous prenions le Royaume-Uni, et même si nous avions les mêmes moyens, la charge par citoyen pour mettre en place 1 kilomètre est 10 fois plus élevée que celle du Royaume-Uni, simplement parce que leur territoire est 10 fois plus petit que nous. Ajouter à cela plutôt le fait qu'ils ont beaucoup plus d'argent que nous, ça pose un problème. Et donc, il faut donc réfléchir sur la nécessité, et ça c'est important, de pouvoir répartir non seulement les responsabilités, mais également répartir les dividendes. Et pour ça, c'est une question de choix politique, c'est une question de choix de société. Nous arrivons à la fin de Droit à la parole. Ce soir, je suis très heureux parce que vous avez, comme je l'ai dit, célébré avec moi ces 2 grandes informations, beaucoup plus la principale. Notre pays est pays conforme. Maintenant, je ne pourrais pas me séparer de vous si je ne posais pas la dernière question avec laquelle vous allez certainement très vite raccourcir la réponse. Oui, pays conforme, et après? C'est une bonne question. Pays conforme, et après, 2 choses. La première, regardons l'histoire. Vous savez, ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, l'ITIE, date de la période 1+4. Et donc, coup de chapeau à ceux qui avaient pris le courage d'engager la République dans la voie de la transparence. Très malheureusement, un de nos frères est en train de courir au fond de la CPI. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, nous avons le résultat que nous avons parce que les enfants de ce pays se sont battus pour qu'on y arrive. C'est des processus. Il faut les encourager et il faut consolider la position. Troisième chose, les mines sont-ils un instrument de développement à elles seules? La réponse est non. Il faut leur donner la possibilité, de manière concertés et consensuels, à pouvoir jouer leur rôle. Et le seul rôle du secteur minier, comme celui du secteur pétrolier, au point de vue de leur caractère épuisable, c'est de levier financier pour une économie moderne. Et donc, quand on se projette en 2030, on doit pouvoir se projeter en 2050 et peut-être en 2070, quand nous n'aurons plus la seule ressource minière possible à garder sur ce territoire. Comment nous allons vivre? Il faut donc vivre et penser ce Congo au-delà des matières premières. Merci beaucoup, Al Kitenge, d'avoir été à cette émission. Je suis très heureux de vous l'avoir présenté aussi à mes téléspectateurs, mais surtout, je vous rappelle que notre pays est passé aujourd'hui dans le processus de l'ITIE pays conforme, ce qui a été un processus harassant, vous l'avez vu dans les témoignages, mais ça a été quand même une expérience collective importante. Il faudra donc que toute la nation, indépendamment des opinions diverses, puisse se retrouver autour de ces questions-là, parce que la base d'une vie, c'est quand même la base économique. Merci d'avoir été avec moi, mais surtout, restez branchés. Nous nous retrouverons pour une autre occasion et surtout avec un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.